Audrey, la première question que je souhaite vous poser, c'est quand la première fois que vous êtes posé la question du sens de la vie? Je crois relativement jeune. Je pense que je devais être au collège parce que j'ai une histoire de vie qui fait que j'ai été confrontée à la mort dans mon entourage assez jeune. Et je pense que très rapidement, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait après, à quoi tout ça servait, qu'est-ce qu'on faisait ici. Est-ce qu'il fallait donner du sens à ça ou pas? Et rapidement, en fait, je sais pas si c'était la question du sens de la vie, mais c'était dans tous les cas d'être dans le moment présent et de se détacher de tout ce qui était passé et futur et d'essayer de vivre pleinement ce qui se passait à l'heure actuelle parce que rapidement, j'ai pris conscience que tout pouvait s'arrêter d'un claquement de doigts et qu'on remet toujours à demain. Et oui, mais je serai heureuse quand j'aurai un CDI, quand j'aurai une maison et quand il fera beau et ce week-end. Et en fait, peut-être qu'on verra jamais ce week-end. Et rapidement, je pense que j'ai pris conscience de la valeur du moment et donc du coup, je pense de la valeur de la vie. Et puis après, les questions un peu plus poussées, philosophiques, sont venues peut-être un petit peu Ouais, après dès le collège. l'adolescence, il y a eu cette expérience, hein. Il y a eu une expérience de contact avec l'au-delà, c'est ça qui était fou. Euh, non, mais en tout cas de présence de la mort Ouais. autour de moi. Et en fait, on me l'a pas caché. Souvent, les enfants, on leur cache ou on enjolive un petit peu la chose. Et moi, on m'a expliqué la chose très clairement. Euh, je viens d'une famille qui est dans le médical paramédical, donc ça aide aussi peut-être un peu. Et moi, j'ai fait des études aussi dans le paramédical. Et du coup, oui, cette notion que la vie peut nous glisser entre les mains et que c'est vraiment de l'or. Et ce truc aussi où je suis infirmière et en fait, je suis plutôt spécialisée dans... Enfin, spécialisée. Mon truc, c'est les soins palliatifs et la fin de vie. Ouais. Donc, j'ai accompagné beaucoup de personnes en fin de vie sur les derniers moments. Et on apprend beaucoup de ça en étant confronté à ça quand on a 21, Mmh. 22 ans. On se rend compte que la vie est très précieuse et toutes les personnes que j'ai accompagnées m'ont toutes dit la même chose, c'est profite, profite. En fait on est submergé par des pseudo-contraintes extérieures. On ne se pose pas vraiment de questions. On trace sa vie un peu en mode euh, En mode œillère, productif, ouais. etc. Ouais, voilà. Et en fait toutes m'ont dit profite, profite parce que ça passe vite et en fait il y avait toujours en fin de vie ces moments de je regrette de pas avoir fait ça, si j'avais eu le courage d'avoir fait ça, oh là là, et si je l'avais quitté, si j'étais partie au bout du monde. Et en fait, je me suis dit, jamais je vais avoir de regrets comme ça. En tout cas, on en a toujours, mais le moins possible. Et voilà. Et donc, il y a ces premières interrogations à l'âge déjà de l'adolescence. Est-ce que l'entourage avait déjà, effectivement, un entourage qui était en médical quand même, qui est déjà dans un monde, disons, où on est confronté quotidiennement à la maladie, au décès, mais est-ce qu'il y a eu des réponses par rapport à ces questionnements justement plus philosophiques déjà, ou est-ce qu'il y avait des interrogations, Euh, des cheminements personnels? il y avait des interrogations, c'est-à-dire que je me rappelle des soirées à table avec mes parents où j'étais au lycée et on commençait à partir un petit peu sur tout ça. Et après, ça a été peut-être moi, mon cheminement personnel, où j'ai découvert le yoga, j'avais 19, 20 ans. Et je pense que c'est arrivé là-dedans, enfin, avec le yoga, où du coup, j'ai vu tout de suite que c'était pas que pour me déstresser ou pour m'étirer, qu'il y avait autre chose derrière et que ça méritait d'aller un petit peu creuser. Euh, je pense que j'ai été aussi attirée par toute cette vision un peu bouddhiste, en tout cas hindouiste, où la mort n'est pas une fin, c'est un cheminement, c'est une continuité. Il y a soit la croyance des réincarnations, où en fait c'est une espèce de roue, ça n'a pas de fin en fait. Et donc du coup qui fait que la mort paraît un petit peu plus douce, puisqu'on sait qu'après on va se réincarner. Euh, ou alors cette idée de libération, justement, de cette roue de réincarnation euh, et d'atteindre l'illumination pour arrêter de vivre sur la Terre
d'arriver au nirvana. Et donc c'était une vision très douce en fait de la mort Hmm. par rapport à la vision très noire et douloureuse qu'on peut avoir dans le mode occidental où la mort est cachée. On cache nos morts, on cache toute la partie en fait autour de la mort, avant, pendant, après. Et il y a une espèce de flou, et je pense que c'est pour ça aussi que les gens ont un peu peur de la mort, parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et il y a aussi ce truc de purgatoire, d'aller se faire juger, et qui n'est pas du tout dans la spiritualité, en tout cas enfin, orientale, on va dire. Oui. C'est-à-dire effectivement, il n'y a pas tout le même rapport à la mort. Tu parlais de la notion de passage, hein, je pense que c'est important, cette notion de passage. Il y a cette vision où la mort est un passage vers autre chose, hein, ou alors il y a cette vision où la mort, en fait, est une fin, hein, une coupure nette, et c'est vrai que c'est une vision assez violente, même si, pour certains, je pense qu'elle est, bon, voilà, qu'elle est juste aussi, hein, de voir la mort comme une fin aussi, comme la fin de quelque chose, en tout cas, c'est certain. Mais toi, lorsque tu découvres le yoga, justement, qu'est-ce que ça ajoute, par quel canal, par quelle personne tu découvres en fait le yoga Alors, je découvre le yoga avec une jeune prof qui habite juste à côté de chez moi, qui enseigne un yoga très doux, donc du hatha yoga, très doux, très posé, à l'écoute de son corps, puisqu'il y a différents types de yoga en fait, et ça peut aller du hatha qui est très doux, où on s'écoute, où on adapte les postures à son corps, on est dans la respiration, on réhabite son corps en fait. Alors que c'est vrai qu'on ne nous Hmm. apprend pas trop à respirer, à nous habiter, à découvrir qu'on a un petit muscle ici et qu'on peut respirer dans le petit doigt et voilà. Et après, il y a d'autres types de yoga beaucoup plus, je dirais pas violents, mais en tout cas très stricts et rigides, comme l'ashtanga, où en fait c'est vraiment des postures au millimètre près avec un alignement du corps très strict. Et moi, je tombe par bonheur sur cette prof, sur Valérie, qui enseigne un yoga très doux et qui, qui me, qui m'envoie vers la voie un petit peu plus spirituelle du yoga, puisqu'elle nous lisait des textes fondateurs du yoga sur les relaxations. Elle nous invitait à nous poser certaines questions pendant la pratique, à mettre une intention sur notre pratique. Euh, et du coup, voilà, ça m'a donné, après, je suis quelqu'un de très curieuse, donc ça m'a donné envie de poursuivre un petit peu tout ça, via des voyages aussi. Je suis partie en Thaïlande, en Inde, au Sri Lanka, découvrir un petit peu cette culture et m'immerger là-dedans. Et ça a été vraiment un coup de foudre. Euh, alors, je dis pas que je suis indienne, voilà, je suis pas du tout. Je suis très attachée à mes racines françaises et celtes, enfin surtout celtes, voilà. Mais cette idée, cette spiritualité en tout cas, me parle beaucoup. Et quand on va au fond des textes, ce sont des textes Faut une qui se portée rejoignent. universelle. Ouais, on voit bien qu'il y a un socle commun à tout ça. Après, ça, en fonction des cultures, ça a varié. Bien sûr. Mais en gros, les principes et les préceptes ont un socle commun. Oui. Il y a cette découverte donc super enrichissante du yoga. Tu me parles de voyage, de découverte effectivement d'une autre culture, hein. Parce que c'est vrai que le yoga, quand on dit yoga, on parle d'Inde, enfin on pense en tout cas Inde, même si le yoga s'est répandu à d'autres endroits en fait, hein. Il y a d'autres pratiques corporelles de par le monde aussi qui peuvent ressembler au yoga, en tout cas comme même état d'esprit. Toi, quelle est ta rencontre, quelle est ta vision de français justement par rapport à cette Inde, donc finalement qu'on a une vision assez éloignée, nous, à part les personnes bien sûr qui vont se déplacer, mais on a une vision où le yoga, est-ce qu'en Inde, le yoga c'est une gymnastique, est-ce que c'est une voie spirituelle, est-ce que c'est une pratique quotidienne de bien-être, quel est le vécu? Alors, moi, je vais parler de ce que je connais. Je suis allée dans le sud de l'Inde, en fait, dans le Kerala. Et en fait, l'Inde est un pays très, très grand avec, en fonction de la zone géographique, des influences différentes. Dans le Kerala, enfin, en tout cas, dans le sud de l'Inde, on pratique encore le yoga de manière quotidienne. Il y a des hôpitaux ayurvédiques. Donc, l'ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne qui se sert du yoga pour soit traiter des maux, MAUX, soit prévenir ces maux.
Donc en fait, le yoga fait partie intégrante d'une façon de vivre et de la médecine traditionnelle indienne. Et donc dans le sud de l'Inde, on a des hôpitaux ayurvédiques. Alors il y a des hôpitaux allopathiques également, mais beaucoup d'hôpitaux ayurvédiques. Moi, je suis allée dans ce qu'on appelle un ashram. Donc c'est une communauté avec où il y a des cours de yoga le matin, des méditations, où on participe à la cuisine, au ménage de tout le monde, etc. Et donc là, le matin, pendant les cours de yoga à l'ashram, il y avait des gens du village qui venaient pour faire leurs pratiques quotidiennes avec nous. Donc c'est vraiment assez ancré. Par contre, je sais que dans le nord, ça l'est beaucoup moins. À part au niveau de l'Himalaya, voilà, où là, c'est quand même. Mais tout ce qui est Rajasthan, etc., le yoga a un petit peu disparu. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Inde, ils sont en pleine voie de développement et ils sont en train de laisser un petit peu tomber toute cette médecine traditionnelle et ces pratiques ancestrales parce qu'ils aspirent à une médecine occidentale et à de la nouveauté, à de la technologie. Et, euh, et en fait, quand j'étais à l'ashram, le directeur de l'ashram, on va dire comme ça, me disait que heureusement que le yoga s'était exporté de par le monde et que les Occidentaux venaient en Inde pour se former parce qu'il était en voie de disparition tel Oui. qu'il était présenté en Inde. Oui, c'est vrai. En plus, je pense que peu de Français le savent, enfin peu d'Occidentaux le savent, mais finalement, le yoga aussi a été perdu dans le passé, déjà été perdu dans le passé plusieurs fois, hein. Il me semble que dans l'Inde, c'est une pratique qui a été redécouverte il n'y a pas si longtemps que ça, hein, à l'échelle de l'histoire. En fait, ça a été exporté, disons, entre l'entre-deux-guerres aux États-Unis. Et en fait, c'est un Indien qui est parti aux États-Unis et qui voulait faire découvrir le yoga aux Occidentaux. Mais oui, ça date de 70 ans, 80 ans. Ouais. Avant, c'était une pratique très, très communautaire et pour les élites, en fait. Oui, C'était ça, pas c'est du vrai tout. qu'on oublie à la base que c'est une pratique quand même réservée à une certaine élite qui a enseigné en fait à des princes, hein, notamment. Voilà, donc c'est effectivement une pratique qui s'est diffusée, qui s'est répandue. Quel regard aujourd'hui tu portes, on en parlait un petit peu avant l'interview, par rapport à cette diffusion du yoga, à ce que l'on en fait? Est-ce que le yoga aussi évolue selon les pays dans lesquels il est diffusé? Toi, quelle est ton expérience par rapport à cette vision? Alors, moi, je pense que c'est karmique aussi. Je suis toujours tombée sur des professeurs qui enseignaient un yoga, disons, le plus traditionnel possible, avec toute la partie spiritualité, ce qu'on appelle les pranayama, les exercices de respiration, en amenant des notions telles que enfin, le travail de l'énergie, le travail des canaux subtils, etc. Par contre, je sais il y a des cours de yoga qui s'apparentent plus à, pour moi, c'est toujours pareil, hein, du coup, c'est une pratique qui ira très bien pour certaines personnes, mais qui s'apparente pour moi plus à de la gym douce ou à des étirements ou de la relaxation, de la sophrologie, enfin, voilà, ça peut, qu'à du yoga. Et du coup, peut-être qu'il y a une certaine, comment dire, les gens se pourvoient un petit peu sur ce que peut être véritablement le yoga. Le yoga, c'est pas faire une posture magnifique, parfaite, parce qu'on est très souple. Et, mais du coup, c'est pas vraiment une posture de yoga si on n'y met pas une intention, une respiration, euh, euh, le placement du regard qu'on appelle le regard intérieur sur une partie du corps, etc. Enfin, il y a tellement de choses dans chaque posture que c'est très limitatif de dire que le triangle ou voilà, une posture de yoga comme le triangle est juste de tirer son bras et de ramener le bras gauche vers... Non, il y a toute une intention, il y a autre chose. Après, c'est très bien aussi au départ, je pense, un petit peu mettre ça sur enlever toutes ces parties pour que ça reste accessible et que peut-être on vienne au yoga pour s'étirer ou pour se déstresser et qu'ensuite on aille sur autre chose et qu'on aille creuser un Ouais, petit peu ouais, tout ouais. ce qui va autour. On peut approfondir, on peut rentrer effectivement dans la pratique, puis après approfondir en Voilà. voyant, je dirais, les autres aspects plus spirituels. Toi, tu me disais que tu as eu des professeurs qui très tôt t'ont enseigné l'ensemble, hein, disons, qui ont été complets dans l'enseignement, enfin, qui ont enseigné un yoga, j'allais dire, intégral. Quels sont tu pourrais nous présenter un petit peu les différents aspects? Il y a les postures hein, qui font partie intégrante de la pratique, mais il y a d'autres choses. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça serait intéressant je pense, de lister. Alors donc du coup, ce qui est le plus connu dans le yoga, ce sont donc les postures qu'on appelle les asanas.
Donc, ce sont les postures physiques, comme on voit sur Instagram, qui sont très esthétiques. Au-delà de ça, on a par exemple les pranayamas. Donc, les pranayamas, ce sont les exercices de respiration. Ça peut être juste avoir une respiration abdominale, donc prendre conscience qu'en Occident, on ne nous apprend pas à respirer, on respire par la cage thoracique, et qu'en fait, une respiration naturelle, c'est une respiration abdominale comme les enfants. Donc ça peut être juste ça, et ça peut être des respirations beaucoup plus énergisantes ou tonifiantes, où on va se mettre en hyper-oxygénation, avec des cycles de plusieurs respirations, un petit peu. Pour ceux qui connaissent la méthode Wim Hof, où on fait une hyper-oxygénation, c'est très à la mode en ce moment. Voilà, c'est un petit peu ce genre de choses. Après, on va avoir tout ce qui est la méditation. Méditation, relaxation qui sont assez différentes, mais la méditation où on va mettre notre conscience sur les bruits environnants, nos sensations, notre respiration. C'est pas ne pas penser, la méditation. C'est focaliser son attention sur quelque chose, puisqu'on ne peut pas ne pas penser, c'est pas possible. Et la relaxation, là, par contre, ça va être de détendre notre corps et notre mental. On va aussi avoir des préceptes de vie qui sont, par exemple, pour vous en citer un, Ahimsa, qui est la non-violence. Et dans la non-violence, ça, c'est quelque chose de très général, c'est-à-dire la non-violence envers les autres, tout être vivant, donc les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux, la non-violence envers soi-même. Et donc là, on arrive sur une posture de yoga ne doit jamais nous faire mal. C'est interdit. Mm. C'est-à-dire que si ça nous fait mal, ça veut dire que nous n'écoutons pas et nous ne nous respectons pas. Voilà, donc c'est toujours dans la non-douleur, le respect et la non-violence envers nous. Et ça peut être la non-violence physique, verbale, émotionnelle. Voilà, c'est un précepte de yoga. Il y en a 4 autres, il y en a 5. Euh, voilà, il y a tout ça. Ouais. Euh, Le yoga serait, finalement, le yoga, c'est un mode de vie. oui, parce que on appelle ça les yogis, donc ceux qui ont une mode de vie yogique et qui font du yoga, n'est pas yogi qui veut, et quelqu'un qui fait des asanas parfaits peut ne pas être yogique. Voilà. Ouais. Et il y a aussi cette histoire d'équilibre. Alors là, c'est toujours pareil, c'est un petit peu compliqué. Comment il y a plusieurs voies, mais est-ce qu'on part sur la voie ascétique où voilà, c'est vraiment très strict, très spirituel, méditation, on se nourrit de prana et d'énergie, et voilà, et on se retire dans une grotte, ou est-ce qu'on est plutôt dans une voie de l'équilibre, où certes on va pratiquer tous ces principes de non-violence, etc., de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas mentir, de pratiquer son yoga, de respirer, etc., mais tout en l'adaptant à notre mode de vie finalement occidental de 2020. On a quand même on a des progrès technologiques, et je pense que l'homme n'est pas fait non plus pour avoir une espèce de retour en arrière, en tout cas intellectuel, euh, et du coup peut-être adapter le yoga qui se pratiquait dans les années 800 à nous en France en 2020. Ouais. Je suis pas trop, je suis pas trop de ceux qui disent que voilà il faut pas sortir, il faut rester chez soi à méditer toute la journée 10 heures par jour. Enfin, je trouve que du coup c'est se couper pour le coup de soi et de ce qu'on peut ressentir. Ouais. Après, On peut expérimenter le chacun. yoga, je pense. Je pense que dans ce que tu me dis, moi, ce que je ressens par rapport à ce que tu dis, c'est vraiment qu'on peut expérimenter le yoga finalement en 2020. C'est une pratique qui a aussi qui évolue, mais qui en même temps garde ses fondamentaux qui sont, comme tu le disais, universels. Donc j'ai l'impression que quelle que soit l'époque, finalement, l'être humain reste même fondamentalement, même si on peut aussi supposer qu'il est en évolution, mais il reste même fondamentalement dans son fonctionnement interne. Donc le yoga aussi peut fonctionner en 2021, en 2020. Oui, 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 c'est ça. Et
et l'adapter, toujours avoir cette pensée que tout le monde est spécifique, est unique, et que un type de yoga qui va à quelqu'un n'ira pas à quelqu'un d'autre. Une posture dans laquelle on est bien, ben, le voisin ne sera pas bien là-dedans. Et dans le yoga, il y a vraiment cette notion de non-compétition, de non-objectif. C'est-à-dire que quand on vient sur notre tapis, il y a pas, on pose une intention, en fait, sur chaque pratique, mais pas un objectif. Il n'y a pas d'objectif de progression, de faire une posture parfaite. En fait, l'objectif, c'est d'être ici, au moment présent, dans son corps, de se respecter et de faire ce qui est bien pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire que si hier, on arrivait à faire une posture et qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas, c'est OK, ça va, c'est pas grave. Hmm. Notre corps, il est différent tous les jours. Et c'est une acceptation aussi de ces changements de nos vies. On peut changer d'avis, on peut changer, notre corps change, on n'est pas pareil aujourd'hui qu'hier. Et, et c'est ça qui est beau dans le yoga, je trouve. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas. C'est un rendez-vous de soi avec soi. Dans le yoga, est-ce qu'il y a cette notion, il y a quand même une notion de transcendance, le sentiment. Effectivement, il y a son cheminement personnel, ça qui est beau. En même temps, il y a son cheminement personnel. Et en même temps, cette notion de transcendance, d'esprit, de spiritualité incarnée, hein. Tu parlais d'être dans le monde, effectivement, de se poser la question d'être comment nous on est dans le monde, quoi, hein, avec son corps, avec soi-même. Et il y a ce cheminement à la fois, je dirais, physique en fait, hein, mais aussi spirituel. Oui, pour moi, ça va avec. Il y a quelque chose dans le yoga qui dit qu'en fait, le divin est en chacun de nous. Donc, quand dans le yoga, on chante certains mantras, c'est toujours qu'on fait appel à une énergie universelle qui est présente chez tous les peuples qu'on dit primitifs, que ce soit en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Afrique, etc. Il y a une croyance qu'il y a une énergie universelle, non palpable mais présente partout. Mais en fait, ils pensent que le divin est incarné en chacun de nous. Nous sommes notre propre Dieu. Et c'est ça qui est beau, je trouve, c'est que du coup, on se rend responsable de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Et, et c'est quelque chose qui est très beau parce qu'on a plutôt tendance à l'heure actuelle à mettre tout à l'extérieur. Hmm. Toute la responsabilité, tous les malheurs ou les bonheurs qui nous arrivent sont toujours à l'extérieur de nous. Et le yoga nous permet de tout réintégrer, d'intérioriser. Ouais. C'est-à-dire, je suis responsable de mon bonheur, je suis responsable des choses qui peuvent être moins sympathiques qui m'arrivent, je suis responsable de ma pratique, de ma vie, et je suis mon être divin. Et je trouve que c'est très d'actualité, en tout cas, Oui, c'est vrai que c'est très. Moi, je pense qu'il y a beaucoup en ce moment une recherche aussi de plus en plus, hein, de fait aussi qu'on est de plus en plus uniformisé, hein, dans le sens où on a le sentiment de perdre un peu notre individualité, de faire un retour sur soi, un retour vers l'intérieur, en fait. Et dans ce sens-là, oui, moi, je pense que le yoga, c'est vraiment une voie initiatique, hein, une voie de connaissance de soi aussi, hein, ça, c'est important. Je pense qu'il y a, enfin, bien sûr, il y a la pratique, je dirais, corporelle, physique, il y a tout ce qui va aller avec, hein, autour, mais il y a aussi cette voie initiatique de connaissance de soi et de responsabilité qui est vraiment, bah, je pense, omniprésente, hein, même si parfois c'est vrai qu'on la met un peu de côté, quoi. oui, c'est-à-dire que euh, si je me fais mal sur une posture de yoga, ce n'est pas la faute du professeur, par exemple, enfin, je dis ça, mais qui m'a mal guidée, ou c'est parce qu'à un moment donné, je n'ai pas été dans mon corps et j'ai pas su capter les alertes de mon corps qui me disaient que ah, j'avais mal, ah, là je suis allée un petit peu trop loin et j'ai voulu forcer. Ou comment je me comporte face à une posture que j'ai jamais réussi à faire, qui est très compliquée. Est-ce que ça m'énerve? Est-ce que je laisse tomber? Et en fait, c'est finalement un parallèle à ce qui peut nous arriver dans la vie. Voilà, est-ce que je me place tout de suite en compétition par rapport à mes voisins de tapis? Ou est-ce que c'est OK, elle y arrive et moi j'y arrive pas, mais c'est pas grave. Et en fait, tout peut être transposé dans notre vie et c'est ça qui est beau aussi en yoga. C'est qu'on Hmm. on a à s'auto-observer aussi. Tu évoquais tout à l'heure le bouddhisme, l'hindouisme.
Est-ce que le yoga est associé, on est forcément, en étant yogi, par exemple, aussi hindouiste ou bouddhiste, ou est-ce que le yoga peut se détacher de la religion, des religions qui sont présentes en Inde notamment? Euh, pour moi, ça se détache complètement. Après, le bouddhisme n'est pas à proprement parler une religion. C'est plutôt une philosophie de vie, puisqu'en dans le bouddhisme, il n'y a pas cette notion de Dieu, puisque le bouddhisme nous enseigne la même chose que le yoga, c'est que Dieu est en nous. Hmm, Et donc, il y a autant de Bouddha que de personnes. personne, Euh, exactement. voilà. Donc, alors que l'hindouisme est une véritable religion polythéiste, avec des milliers de dieux et Oui. d'avatars. Et donc, du coup, déjà, il y a cette séparation à faire entre le bouddhisme et l'hindouisme. Et du coup, j'apparente peut-être plus le yoga au bouddhisme. Oui. Euh, Dans la conception de pensée, oui, dans la conception de pensée. voilà, Après, c'est dans vrai la que philosophie. ouais. Après, c'est vrai que certains diront que tous les dieux, les polythéistes hindouistes, en fait, sont une seule et même facette d'un seul et unique dieu, donc finalement de ce qu'il y a en nous, en fait, du divin en nous. Ah, donc là aussi, on pourra retourner un petit peu la notion de religion. Et dans le bouddhisme, selon les conceptions, les doctrines bouddhistes aussi à travers les siècles, hein, on sent effectivement qu'on parle du Bouddha en soi, mais aussi il y a aussi la notion d'avatar dans le bouddhisme qui apparaît dans certaines doctrines, aussi des notions de dieu, un petit peu d'archétypes, donc qui sont présents un petit peu aussi dans le bouddhisme tibétain notamment. On voit que effectivement, c'est très personnel aussi, selon. On n'est pas obligé d'associer, je pense, le yoga à une religion en particulier. Mais en tout cas, il y a une conception commune hein, qui est vraiment d'aller explorer le divin, en fait, tout simplement en soi. Voilà. C'est une connaissance de soi. Enfin, si on part sur le chemin vraiment spirituel du yoga, c'est qu'on veut se découvrir, aller plus profond en nous, nous comprendre pour pouvoir mieux adapter nos réactions dans la vie, de notre vie courante, en fait. Puisqu'il y a aussi cette chose de le yoga, spiritualité, méditer et partir vers le ciel. Mais en yoga, il y a toujours l'équilibre de s'ancrer. C'est-à-dire que Hmm. c'est très bien d'être spirituel, d'être toujours dans la méditation, etc. Sauf qu'il ne faut jamais oublier que dans le yoga, on est considéré comme une âme incarnée dans un corps physique et que nous devons vivre notre vie physique sur Terre. Donc il y a toujours cet équilibre à avoir. Oui, être connecté, être spirituel, etc. C'est très bien. Par contre, avoir les pieds ancrés et vivre notre vie de terrien, c'est encore mieux. Tu me parlais justement de ta découverte du yoga à 19 ans. Par la suite, tu choisis de t'engager non pas d'aller faire directement devenir professeur de yoga, mais de faire des études d'infirmière. Oui, parce que je pense que j'étais déjà sur la voie de toute façon pour faire ce genre d'études. Ça me plaisait d'être avec, je voulais être avec l'humain, travailler avec l'humain, prendre soin. Donc, j'ai continué ma pratique à côté de mon travail. J'ai commencé à travailler. J'ai fait mon petit burn-out au bout de 4-5 ans, comme tout le monde. Et c'est là où je me suis dit, bon, je vois que j'adore ce métier, mais qu'on ne me permet pas de le faire de la manière dont j'aimerais le faire, c'est-à-dire avoir 4 patients à moi toute seule et les chouchouter, c'est pas possible. Donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à voir comment je pouvais prendre soin des autres d'une autre manière que par une médecine dans laquelle déjà je me reconnaissais de moins en moins. Les médicaments, toutes ces molécules, toute cette voilà, le fait de ne soigner qu'un organe et d'oublier de prendre en compte le psychologique, le social, l'environnement, la personne en elle-même avec son passé, son futur, ses enfants, sa famille, enfin, ça me gênait. Et donc c'est là où j'ai commencé à poser l'envie de vouloir être prof de yoga. Parce Hmm. que pour moi, ben, c'est du coup, je suis toujours dans le soin d'une manière différente, mais je pense que c'est plus un soin de prévention. Parce que je pense que quand on arrive à se connaître, à être bien dans son corps, à savoir écouter son corps, les douleurs, les signes d'alerte, où on est moins stressé parce qu'on arrive à méditer, à respirer, à s'oxygéner, ben déjà on est peut-être plus dans une vie où on sera peut-être moins malade
Et puis, il y a de toute façon se prendre soin où on amène certaines pistes. Alors après, c'est bien parce que ce sont les personnes qui décident de faire ou pas. Mais du moins, on met sur la voie et on apporte ouais, du bien-être aux personnes. Et je pense que c'est plus important d'être dans la prévention que dans la médecine d'urgence, entre guillemets urgence. Oui, c'est ça que c'est intéressant parce que la santé, ça commence par, j'allais dire, par soi. Et c'est vrai que c'est intéressant, je pense, de parler du yoga comme une médecine préventive. C'est pas souvent soulevé, on ne met pas assez en avant, je pense. Mm. Et pourtant, même si on met souvent en avant le sport comme médecine préventive, maintenant de plus en plus, hein, le fait que ça participe à notre santé. Mais au-delà du sport, c'est toutes les pratiques du yoga que tu me parlais, au niveau des chants, au niveau des postures, au niveau de la philosophie, des questions existentielles. Tout ça, ça fait partie d'une certaine forme de santé aussi. Oui, d'une hygiène de vie en fait. Euh, C'est-à-dire que va y avoir les pratiques physiques, donc où en fonction de son état du jour, on va pouvoir faire un yoga très doux, on va rester dans les postures, on va du coup travailler plus sur les étirements, les fascias, l'élongation du muscle, etc. Ou dans un yoga beaucoup plus dynamique qui peut s'apparenter à du sport parce que vraiment on va sortir de là, on aura mal partout et on aura tout fait travailler. Et puis de toute façon, il y a toute l'hygiène de vie qui va avec, il y a oui, tout le mental qui va se poser, le sommeil qui va être du coup meilleur aussi de par la méditation, etc. On travaille sur beaucoup d'aspects et, euh, et oui, le but en fait, c'est comme l'Ayurveda qui est la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda de base est une médecine préventive. C'est-à-dire qu'on va pas forcément voir son médecin ayurvédique parce qu'on a un problème, on va le voir parce que tout va bien et qu'on veut garder cet état de pleine santé. D'accord. Et c'est quelque chose qu'on perd un petit peu, je trouve, en Occident, où la maladie est uniquement représentée par une défaillance organique, on va dire ça. Par contre, il n'y a aucune prévention, il n'y a aucune éducation sur l'alimentation, l'hygiène de vie, l'hydratation, sans tomber dans l'extrême du healthy à tout prix. Enfin, voilà, il faut vivre aussi, mais il n'y a aucune éducation et on fait que de la médecine d'urgence. Alors que si on prenait soin de soi, qu'on savait s'écouter et que on respectait notre rythme, le rythme des saisons, etc., qu'en fait on soit reconnecté à notre environnement. Oui. Aujourd'hui, on parle énormément des maladies psychosomatiques, hein, et quand tu parlais de l'aspect psychologique, hein, que l'organe, tu parlais seulement de l'approche, effectivement, on approche un organe et non pas une personne dans son intégralité. Et on sait qu'on n'est pas seulement un corps physique, il y a des émotions, il y a le mental. Et aujourd'hui, on voit l'explosion des thérapies brèves, notamment l'hypnose, la PNL et d'autres thérapies où on va plutôt aller sur l'émotionnel, sur le mental. Et ce que l'on observe de plus en plus, c'est effectivement des maladies qui ont pour origine, qui sont antérieures en fait des expériences vécues au niveau émotionnel, qui sont inscrites dans la personne. C'est ça. Et de toute façon, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'un même traitement sur une pathologie au même stade, sur une personne qui en veut, qui a une famille autour de lui, qui est là, qui a un mental, voilà, qui se bat, et une personne qui est peut-être seule ou déprimée ne va pas du tout avoir le même impact. Même le traitement n'aura pas le même impact. Et de toute façon, enfin, après, là pour le coup, c'est une théorie, il n'y a aucune étude scientifique, mais pour moi, toutes les maladies sont un signal d'alarme de notre corps par rapport à une émotion. Et en fait, si on est complètement déconnecté de notre corps et qu'on ne sait plus écouter tous ces petits signes d'alarme, j'ai mal au ventre, en fait, en Occident, dans la médecine qu'on nous apprend, tu as mal au ventre, prends un spasme. Tu as mal à la tête, prends un doliprane, ça ira mieux. Mais en fait, le fond du problème n'est pas là. Pourquoi j'ai mal à la tête? Et en fait, pourquoi on ne respecte pas ce symptôme qui est en fait un cri d'alarme? C'est comme s'il y avait eu un incendie, on éteint l'alarme incendie et on continue. On va Hmm. être rattrapé par cet incendie si on ne fait rien. Tous ces symptômes, ce sont des cris, ce sont des alertes que notre corps nous envoie pour qu'on les prenne en compte et qu'on se dise, OK, là, j'ai mal à la tête, j'ai mal machin, qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être que je tire trop, je suis trop fatiguée. C'est vrai que depuis 2, 3 jours là, je bois pas assez ou je me repose pas assez. Bon, ben, au lieu peut-être de prendre 1 gramme de paracétamol,
Je vais peut-être boire un litre d'eau, aller m'allonger 1 heure au frais. Et en fait, c'est souvent ça. Et tous les cancers, les choses comme ça, il y a eu des cris d'alerte avant. Sauf que les gens sont déconnectés de leur corps et ils sont dans une espèce de rouleau compresseur. Il faut être dans l'action, dans le faire, dans la performance. Au boulot, il faut être tout le temps pareil, tous les jours de l'année, il faut être en forme et envoyer, on a des objectifs. Et donc, du coup, on se coupe de nous. On ne s'écoute plus. Et donc, tous ces petits mots, ben, on prend un gramme de paracétamol et comme ça, on peut continuer. Sauf qu'en fait, non. Notre corps, il est intelligent, il nous dit ce qu'il faut faire. Et je pense que le yoga nous amène à ça aussi, à savoir s'écouter. Dans la non-douleur, dans les postures, etc. C'est-à-dire que quand on a un symptôme, il faut se poser et se demander pourquoi on a ce symptôme à ce moment-là, à cet endroit-là. Et pourquoi on n'aurait pas à un autre endroit. Et ça veut dire quelque chose. Oui. Et tout ça, on ne nous l'apprend plus, en fait. On est Non, c'est sûr dans, qu'il n'y a pas de... dans la zéro douleur tout le temps et dans le soulagement tout de suite, maintenant, à l'instant T. Sauf qu'en fait, parfois, il faut pouvoir être dans l'inconfort pour accéder à un confort véritable. Oui, puis là, ce que tu évoques, moi, ça me parle aussi d'une question de société, la santé. Puisque quand tu parles du monde du travail, notamment, cette notion de productivité, de recherche à tout prix de gains, ça évoque aussi notre mode de fonctionnement collectif, finalement. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on est dans une société qui permet d'avoir ce respect du corps, de se respecter aussi? Et quand on parle d'éducation, Alors, c'est la même chose, hein. Donc il y a toute une question, ouais, là, politique, je dirais, philosophique, mais aussi politique, pratique, hein, qui se pose par rapport à ta pratique du yoga. oui. Mais pour rejoindre la philosophie du yoga où nous sommes responsables, euh, pour mon cas, je parle pour mon cas, hein, c'est très Bien facile de sûr. parler comme ça avec 12 ans de travail sur moi et voilà, pour mon cas, euh, j'aurais pu me dire, bon, je fais mon petit burn-out infirmier, c'est vrai que je suis pas heureuse, il y a un truc qui me pose problématique, mais bon, je suis en CDI, j'ai une bonne paye, j'ai du boulot, finalement, c'est pas grave, on continue comme ça. Et en fait, ben non. J'ai démissionné d'un CDI, je savais pas où j'allais, j'ai pris des risques et en fait, je me suis rendue responsable euh, de ma vie. Et j'ai pris la décision de ne plus supporter ça. Alors, Hmm. c'est très facile pour moi de parler comme ça, hein. Je donne absolument pas de leçons, vraiment, Bien vraiment, sûr, j'ai vraiment bien pas. compris, hein, Je que c'était sais que c'est pas... très, Ouais, très compliqué ouais. d'arriver à ça. Il y a une espèce de détachement aussi de tout ce qui est matériel qu'il faut faire. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on est dans la possession toujours. Sauf que c'est tout, on revient toujours à la même chose. On met toujours à l'extérieur de nous, dans la possession. Euh, et en fait, à un moment donné, quand on est prêt, quand c'est le bon moment, je pense qu'on se rend compte que tout ça, aller s'acheter un sac à main parce qu'on a eu une semaine pourrie au boulot et parce que pendant 10 minutes, on est contente de s'acheter un sac à main, ça nous prend 10 minutes où on est contente. Puis après, ça passe. Et en fait, il y a ce moment où on se rend compte que les choses ne font pas notre bonheur et que c'est dans le détachement de tout ça. Alors là aussi, c'est au fur et à mesure, hein, c'est pas. Mais moi, par exemple, je possède rien. J'avais une maison quand j'étais en CDI, j'avais acheté une maison, j'avais plein de choses, des meubles. J'ai tout vendu, j'ai plus de maison, je suis en loc, j'ai 2 valises et mon tapis de yoga et mon tambour et je suis libre et après ça me correspond, je me Oui, sens très libre. Euh, mais c'est ce truc aussi de se rendre responsable. Voilà, je suis responsable de moi et j'ai dit non à, à ce CDI, à ces boulots qui me rendaient pas heureuse. Peut-être que j'aurais pu me planter et au pire, et quoi? Ben je me plante et ben c'est pas grave, je repars ailleurs et puis je reprends un boulot et mais il y a quand même aussi ce truc d'accepter. Et je pense que quand on veut se dégager 1 heure pour faire du yoga, ou on veut se dégager 1 heure pour prendre soin de soi, ou si on veut, je pense qu'on peut. oui. C'est peut-être très facile. Voilà, Non, comme mais tu dis. je pense que c'est pas... Non, c'est pas très facile. Je pense que c'est vraiment bah, un cheminement que tu as fait, que tu as ressenti, que tu as pu vivre, donc tu peux le partager. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui se sont inspirées. Il y a beaucoup, moi je rencontre hein, beaucoup de jeunes qui s'interrogent de plus en plus tôt d'ailleurs sur leur futur, ce qu'ils veulent faire dans leur vie, et qui se disent qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je continue à faire ces études-là qui me permettent d'avoir un travail
voilà, je vais gagner beaucoup d'argent, mais je sens que ça me nourrit pas, je m'emmerde, hein. Je m'emmerde au boulot. Déjà, je suis stagiaire, je m'emmerde déjà. Et puis, ou alors, est-ce que je change? Est-ce que je change tout de suite? Là, est-ce que je fais autre chose? Et ça se pose quand même de plus en plus, hein. Quand on voit le nombre de jeunes qui sont paumés au niveau de leurs études, quand même, c'est intéressant de Ouais. le dire, quand même, hein, ce que tu dis. Mm. Et c'est bien, je trouve. Cette remise en question, cette prise de conscience de plus en plus tôt, que en fait, c'est ma vie. Et toutes ces injonctions sociétales qu'il y a sur moi, cette pression de il faut un CDI, il faut que tu sois marié, il faut que tu aies une maison, il faut que tu... en fait, je l'ai intégré depuis tout petit, mais est-ce que c'est moi? Et la plupart du temps, on se rend compte que ben, finalement, tout ça, c'est pas nos valeurs. Ça peut être les valeurs de certains qui sont très heureux dans ça, mais intrinsèquement, ben moi, par exemple, c'était pas mes valeurs. J'avais des valeurs beaucoup plus importantes que ça, qui étaient la liberté, voilà, des choses, d'épanouissement personnel, intellectuel, voilà, c'est la découverte. Et ça encore, c'est propre à chacun, mais si pour soi, on est bien dans ces valeurs sociétales, c'est très bien, il n'y a pas non plus Oui, bien sûr, il n'y a d'obligation pas à de. changer. Voilà, voilà. Donc, tu décides, après ce burn-out, de devenir professeur de yoga. Mm. Tu deviens professeur de yoga. C'est ça qui. Tu te lances, en fait, dans cette. Et comment, du coup, tu commences par quoi tu commences, je dirais, quand tu te décides de te lancer, de proposer tes services en tant que professeur de yoga? Alors déjà, j'ai mis du temps après ma formation à me lancer. Parce que j'avais un petit truc j'ai pas l'impression d'être de justifier. Enfin, j'avais Légitime. un doute sur ma pratique. Donc j'ai mis du temps. Du coup, quand je me suis lancée, j'ai commencé à proposer à des groupes de deux ou trois. Donc c'était vraiment dans un tout petit endroit avec deux ou trois personnes et comme ça, voilà, je me suis lancée comme ça. J'ai pris un petit peu plus confiance en moi euh, grâce au retour du coup de mes élèves. Et ensuite, j'ai fait dans plusieurs salles, dans plusieurs endroits. Des salles de danse, des salles de sport, dans une maison associative, voilà, des choses comme ça. Des cours privés aussi. Toujours un petit groupe. Euh, et puis à un moment donné, je faisais vraiment que ça. Et c'était très compliqué, on n'en parle pas assez, mais c'est très compliqué de se sortir un salaire en tant que prof de yoga quand on fait que du yoga. Donc soit on est dans un super studio parisien et voilà, et on fait 6 heures de cours par jour. Soit on est comme moi en province et on fait 20 km, 20 km, 20 km pour aller dans des cours et c'est épuisant au niveau du corps aussi de donner. Enfin, moi, je sais qu'énergétiquement, je donne beaucoup pendant mes cours et j'arrivais pas à faire plus de 2 cours par jour. Sinon, après, j'étais plus dans mes cours. J'avais l'impression Ouais. de spolier mes élèves, en fait, de pas être vraiment là. Et donc, du coup, c'était très compliqué. Donc, j'ai dû reprendre un boulot d'infirmière à côté. Et donc, je continue à donner des cours le soir en sortant ou les week-ends, voilà, à côté Hmm. du boulot d'infirmière. Oui, c'est intéressant cette notion d'énergie que tu as évoquée plusieurs fois, hein. Tu en as parlé dans la philosophie aussi, enfin, dans le yoga. Toi, comment tu as rencontré la première fois cette notion d'énergie ou tu l'as expérimentée peut-être? Alors, c'était pas par le yoga. En fait, j'étais pas encore prof de yoga, j'avais une pratique personnelle et je me suis initiée au Reiki. Donc voilà, le Reiki, pour ceux qui connaissent pas, c'est une méthode énergétique japonaise qui fait appel, comme tout à l'heure on en parlait, à l'énergie universelle. Et en gros, notre corps sert de canal pour redistribuer cette énergie à un être humain, un animal, une pierre, un minéral, un végétal. Et en fait, je me suis initiée à ça. J'y suis tombée un petit peu par hasard, bien que je pense qu'il n'y ait pas de hasard, mais voilà, je suis tombée là-dedans. Je savais même pas trop où j'allais ce week-end-là. Je savais pas trop ce que c'était. Et énergétiquement, c'est là où ça a été extrêmement fort ce week-end-là. J'ai ressenti des choses que j'avais jamais senties avant. J'ai vraiment senti une énergie me traverser et des sensations particulières, notamment dans mes mains, dans ma tête. Enfin Ouais. voilà, des émotions qui ressurgissaient alors qu'il n'y avait pas lieu. Donc en fait, c'était par le Reiki.
Et ensuite, du coup, ça s'est transposé sur ma pratique de yoga, où j'ai bien compris que dans les postures, il y avait beaucoup de postures où les mains avaient une forme où c'était un réceptacle d'énergie, etc. Et du coup, j'ai transposé un petit peu, l'énergie du Reiki sur le yoga après. C'est intéressant d'avoir cette approche du yoga, je pense, par l'énergie aussi, parce qu'on a enfin, on a une toute autre vision du monde et lecture du monde après avoir vécu cette expérience. Quand on a compris ça, qu'on était des êtres énergie, que tout est énergie, je pense cette notion de, c'est même plus mental en fait, on se rend compte que bah oui, c'est du réel, c'est du concret, ça fait partie du monde. C'est totalement occulté, je dirais, dans notre éducation, dans notre mode de vie occidental, parce que quand même on en parle quand même à l'étranger, enfin je veux dire dans d'autres cultures, hein, c'est présent quand même et c'est intégré parfois plus ou moins hein, selon les sociétés. Mais il y a quand même cette notion qu'on est des êtres d'énergie. Et moi, je pense que c'est vraiment une belle découverte de le faire aujourd'hui de plus en plus et de le vivre, de l'expérimenter. Oui, oui, oui. Je pense qu'après, ça donne une dimension autre à tout et une relativité de tout. C'est Ouais, il faut l'expérimenter en fait. Ah. Clairement, en parler, c'est réduire l'expérience. Euh, Exactement. Tu deviens ensuite, du coup, professeur de yoga, tu pratiques, et aujourd'hui, quels sont les différents, est-ce qu'il y a différents accompagnements que tu pratiques par rapport aux personnes? Comment se passe finalement l'approche du yoga par rapport à ta pratique? Alors déjà, j'ai mis en place du yoga pour seniors. Donc j'allais en maison de retraite pour faire du yoga sur chaise ou sur fauteuil roulant pour les personnes âgées. Puisqu'en fait, tous les maux des personnes âgées peuvent être du moins atténués par le yoga. Tout ce qui est défaut de mobilité, même si on peut parler jusqu'à la constipation, qui peut être traitée par la respiration abdominale, où va y avoir un massage des organes, etc. Et en fait, au début, je me suis dit, est-ce que des personnes âgées vont être réceptifs à ce truc un peu bizarre qui va leur être... Et en fait, tout le monde a accroché. Ouais, c'était vraiment, c'est une chouette expérience de faire ça avec eux et du coup, c'est un yoga complètement différent. Euh, du coup, là, beaucoup plus dans juste des mouvements de bras ou de hanches, où on respecte vraiment la douleur pour le coup, et beaucoup plus de respiration et voilà. Voilà, génial. Euh, j'ai, hum, j'ai fait quelques cours avec les enfants aussi. Pareil, c'est une approche complètement différente. C'est des cours que je fais sur un fil conducteur d'histoire. Donc, c'est-à-dire que je raconte une histoire et avec des animaux, et donc on fait la posture des animaux quand je parle de l'histoire. Et pareil, il y a une autre énergie, il y a une autre dynamique avec les enfants. C'est très bien et on se rend compte qu'en début de séance, on se dit je vais jamais y arriver, ils vont partir dans tous les sens et en fait non, ils sont tous captés par le truc et ils font attention à bien faire et ils sont posés et à la fin ils s'endorment et voilà, c'est la magie du yoga aussi. Euh, et là du coup, je me lance un petit peu dans les retraites. C'est quelque chose que je voulais faire depuis pas mal de temps pour avoir une pratique un peu plus approfondie sur une thématique pendant 5 jours. Euh, donc là, par exemple, en septembre, j'ai une retraite de 5 jours en forêt brocéliande. Où voilà, je vais mixer donc il y aura 3 séances de yoga par jour et des ateliers autour de l'Ayurveda, des automassages pour essayer de prévenir certains maux, des points de digiponction, des marches méditatives en silence dans la forêt, Hmm. voilà, des choses comme ça. Donc, je me lance dans une nouvelle aventure qui, voilà, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que ça me correspond plus, d'aller plus en profondeur avec un groupe pendant une période donnée. Et j'ai cru comprendre aussi que tu déplaçais ton activité hein, par rapport à un déménagement, que tu nous Ouais, rapprochais de la Bretagne. c'est ça. J'arrive sur Saint-Malo. Je te remercie beaucoup Audrey pour cet échange. Il y a une Merci. dernière question que je souhaiterais te poser. Quelles sont aujourd'hui tes espérances justement par rapport au yoga, par rapport aussi de façon plus générale pour toi-même ou pour le collectif, pour le monde?
Mes espoirs ou mes espérances? J'ai pas Tes entendu. espérances, tes espérances. Mes espérances. J'ai envie de te dire que je fais confiance à l'univers Hmm. et que j'ai pas vraiment d'espérance particulière. Et j'ai vraiment ce truc où je fais confiance et tout ce qui arrive est bon. Il, voilà, même par rapport à la dernière actualité qu'on a pu avoir voilà, ces derniers mois. Je l'ai pas du tout vécu comme une punition, comme il fallait que ça arrive à ce moment-là. On verra ce qu'on en retirera sur les mois prochains ou les années prochaines. Voilà, je fais confiance à l'univers et tout ce qui arrivera sera la bonne chose.